Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau parisien du Nouveau Monde. Ça fait 2 semaines, jour pour jour, que la guerre en Ukraine bouleverse l'Europe. Pas seulement les opinions publiques qui regardent le spectacle et qui sont émues par la souffrance des Ukrainiens, des tabous anciens aussi vacillent. Voici l'Allemagne qui décide de livrer des missiles à Kiev et qui met 100 milliards d'euros sur la table pour reconstruire une armée. Elle se serait interdit l'un comme l'autre il y a seulement un mois. Voici l'OTAN qu'on disait à l'agonie et qui voit la Suède et la Finlande, 2 pays neutres, frapper à la porte. Voici les Polonais qui accueillent sans hésiter pratiquement 2 millions de réfugiés, des femmes et des enfants, alors qu'il y a seulement 2 ans, les mêmes Polonais laissaient mourir de froid à leurs portes dans le no man's land qui sépare le pays de la Bélarus. Eh bien, ces immigrés, ces étrangers, ces migrants qu'on tentait de lui imposer. La guerre radicalise des évolutions en cours, bien sûr. Vladimir Poutine simplifie beaucoup d'équations. Mais cette guerre improbable, inédite, qu'on refusait d'imaginer, bouleverse aussi le calendrier français. L'élection présidentielle aura lieu dans un mois, jour pour jour. Premier tour le 10 avril, second tour le 24. D'habitude, les Français se demandent pour qui ils vont voter. Là, ils se demandent vraiment pourquoi. Les sondages sont unanimes, les analystes aussi. Emmanuel Macron fera un second mandat. Il n'a pas besoin de programme. Il n'a même pas besoin de faire campagne. L'Ukraine suffit. Bonjour Roland Hureau. Bonjour Vincent. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Alors, vous êtes un observateur engagé de la vie politique française. Il faut rappeler un peu qui vous êtes. Vous avez fait la voie royale, vous êtes agrégé d'histoire, normalien, énarque. Vous avez ensuite conseillé, vous avez fait une grande carrière dans l'administration, dans la haute administration. Vous avez conseillé Philippe Séguin quand il était à la tête de l'Assemblée nationale. Vous avez conseillé Édouard Balladur quand il était à Matignon. Et puis vous avez fait de la politique active dans votre région natale, le sud-ouest de la France, Cahors, le Lot. Et vous continuez à ferrailler en écrivant des livres, en écrivant dans des revues nombreuses. Vous êtes membre du comité de rédaction de la célèbre revue, comment est-ce qu'on pourrait dire, libérale, commentaire, Oui, oui. héritière de romans de Raymond Aron. Ils étaient libéraux il y a 30 ans, mais aujourd'hui... Alors, le dernier en date de vos libelles, c'est une mitraille. Et vous tirez, la cible, c'est l'homme qui n'aimait pas la France. Selon vous, l'homme qui incarne la France ne l'aime pas. Il y a un précédent dans l'histoire? Non. Non. J'en cherche en vain parce que, si vous voulez, il y a un principe anthropologique, pardonnez-moi pour ce mot anglais, qui est le principe du leadership, le chef. Le chef, il doit aimer son peuple. Et où la collectivité qu'il dirige, il peut la matraquer quelquefois, il peut ne pas être tendre, il peut connaître des échecs, mais c'est la première chose qu'on attend de lui. Alors, des polémistes ont dit dans les années 60 que De Gaulle aimait la France, mais n'aimait pas les Français. C'était tout à fait faux. Il aimait profondément les Français, même s'il les a quelquefois insultés. Les Français sont des veaux. Non. Le chef, c'est l'anti-chef, quoi. On aurait pu introduire ça en disant l'anti-chef, parce que la première chose qu'on attend du chef, et dans notre système, le président de la République est un chef, c'est qu'il aime son pays, qu'il aime sa civilisation, qu'il aime son héritage, et surtout qu'il cherche à lui faire du bien. Du bien. Et j'allais dire qu'il n'est rien d'autre dans l'esprit. Ça, c'était... qui n'est véritablement rien d'autre dans l'esprit. S'il est préoccupé... Que servir. Servir pas n'importe quoi. Pas servir la construction du socialisme. Pas servir tel ou tel projet multinational, pas servir la construction d'un État mondial, pas même défendre la planète en premier lieu, défendre son peuple et son peuple sur un territoire. Ça c'est clair. Défendre les intérêts nationaux. Oui, absolument. Et être l'héritier de Clovis. Oui, complètement. Vous ne pensez pas qu'il se sent l'héritier
Louis XIV à Versailles, de Napoléon. Oui, puis tout ça, c'est l'apparence. Je veux dire, il a une immense vanité et faire des glissades sur la galerie des glaces, ça l'amuse. Ouais. Il y a reçu Poutine avec grandeur. Dès qu'il est devenu président de la République, Poutine a peut-être été un peu illusionné, non pas par le palais de Versailles, mais par la réception immédiate. Il a très vite déchanté. Ouais. Et ça fait déjà 2 ans ou 3 ans que Poutine n'en attend rien du tout, comme il n'attend rien des Européens. Et c'est presque pas un secret que quand Macron se vante d'avoir appelé Poutine, Poutine, il dit là-bas, encore Macron qui m'embête. Alors, le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, c'est à Versailles même, dans le même palais, que se réunissent les 27 Européens, unis par la détestation ou la peur de Poutine, en tout cas la volonté de lui faire payer cher son agression de l'Ukraine. Alors, c'est un pamphlet où on voit que vous n'aimez pas cet homme. Est-ce que vous ne l'avez pas aimé tout de suite, ça a été le coup de foudre de la haine, ou est-ce que vous avez été déçu ? D'abord, je ne fais pas part de sentiments personnels. Je traite. Non, mais quand même. J'ai fait le bilan de ce qu'il a fait. Oui, c'est un livre bilan. Mais quand même, un livre vous ne l'aimez bilan. J'ai la chance de connaître peut-être plus que d'autres. Vous avez évoqué ma carrière, à la fois le volet politique et le volet administratif des choses. Généralement, les gens connaissent l'un ou l'autre, mais pas les deux. Donc, je vois ministère par ministère, domaine d'action par domaine d'action, ce qu'il a fait. Et je me suis gardé de psychologie. Bon, c'est pas un secret que j'ai jamais été fasciné par la personnalité de Macron. Ça c'est très clair. Même son agilité intellectuelle. Sûrement. Écoutez, je dis qu'il n'est pas intelligent. Je le dis à plusieurs reprises et je ne suis pas le seul à le dire. Vous prenez tous les projets de loi, toutes les initiatives qu'il a prises, vous y cherchez en vain une plus-value personnelle, le résultat d'une expérience personnelle, le résultat d'une réflexion personnelle. C'est toute une mécanique où soit il reprend les projets de loi de son appareil technocratique, par exemple quand il va vers la suppression du bac à l'éducation nationale, c'est un projet qui est dans les cartons depuis 40 ans, soit les idées qui sont celles de l'Europe et de la sphère internationale, parce que je fais partie des gens qui ne croient pas que l'Europe existe, de Bruxelles existe, sur tous les sujets, l'Europe existe, on pourrait dire la même chose, elle ne fait qu'exécuter les ordres qui viennent d'ailleurs. Alors quand il s'agit du climat, c'est le GIEC, quand il s'agit du commerce, c'est encore plus important, c'est l'OMC, etc., etc. Vous avez toute une sphère globaliste, mondialiste, qui est très largement relayée par la technocratie française, et là, dedans, il y a une espèce de zombie qui est un exécutant parfait de tout ça. Alors, quelquefois, il y a des inflexions purement électoralistes. Telle mesure, par exemple, en matière de confinement, on va attendre un tout petit peu parce qu'il y a les cantonales entre-temps. Mais ça ne va pas plus loin. Il n'y a aucune plus-value et aucune trace de réflexion personnelle sur ce qu'est la France. Maintenant, j'ajoute tout de même que ce n'est pas moi qui ai inventé, qu'il est allé dire qu'il n'y a pas de culture française, que la France est coupable de nombreux crimes contre l'humanité, ce qui a attiré d'ailleurs l'indignation de Benalla, figurez-vous. C'est Benalla a fait un communiqué disant mais pas du tout, la colonisation française, Benalla, c'est l'ancien garde du corps, oui. C'est assez amusant. Et Corentin de l'Élysée. J'ai jamais été dupe, mais vous n'avez jamais été fasciné, vous n'êtes jamais dit tiens, voilà un type jeune qui a de l'énergie à revendre, qui tombe comme ça du ciel, et peut-être qu'avec lui, on va sortir, puisque vous êtes un homme de droite, de la médiocrité qui collait à la peau de François Hollande. Non, vous n'êtes jamais dit ça. Il faut quand même préciser qu'il est président depuis 10 ans. Que l'essentiel de la politique de François Hollande, c'est lui qui l'a inspiré, et spécialement dans le domaine économique. Quand vous prenez toutes les mesures de François Hollande, où il a renié le socialisme pour faire des faveurs aux plus grandes clientèles. À des clientèles, essentiellement la clientèle des gens fortunés, et pendant 5 ans. Et des réformes sociétales. Il avait un aspirateur
qui était Emmanuel Macron, surtout sur l'économie. Mais le sociétal, ça comptait également pour lui. La suppression des allocations familiales pour toutes les classes moyennes, c'est quand il devient ministre des Finances. Donc, si vous voulez, il dirige l'économie française depuis 10 ans. Voilà. D'accord. Alors, on va reprendre les choses point par point parce que votre livre est très riche, très fourni, votre argumentaire s'y développe très bien. Bon, d'abord, la première chose, c'est que il se déclarait candidat, in extremis, une simple lettre aux Français. Il y a eu une vague réunion publique de questions-réponses en banlieue qui a tenu lieu de meetings. Il va survoler finalement cette élection. La campagne se réduit à 3 fois rien. Un concours pour être le challenger au second tour du président de la République. Il a une baraka inouï quand même, parce qu'il y a 5 ans, personne ne connaissait, en dehors des hauts fonctionnaires et en dehors des gens qui s'intéressent à la politique, peu de Français connaissaient Emmanuel Macron, où il avait prêté attention, il n'avait jamais été élu nulle part, et il a profité de l'effacement obligé de François Fillon. Il a été élu à la présidence par défaut. Et vous y voyez l'action de forces souterraines. Vous pensez que la candidature de Fillon a été dynamitée ça c'est certain. Par l'alliance des juges et des médias. C'est certain, mais par ailleurs par des forces internationales. Alors, c'est là ça sur quoi je voulais vous interroger. François Fillon n'est pas simplement tombé parce qu'il avait en quelque sorte abusé des facilités que lui donnait son statut, des histoires de costumes, des histoires de cadeaux, des histoires de subventions à son épouse. Vous voyez au-delà un complot des Américains et Emmanuel Macron comme le pion des mondialistes. Oui, ça c'est très clair. Nous étions en période de tension internationale, comme aujourd'hui, mais avec tout de même un contexte très différent. Parce qu'aujourd'hui, il semble que les élections françaises, tout le monde s'en fiche dans la sphère internationale, alors qu'à l'époque, c'était un enjeu majeur en pleine guerre de Syrie. Et vous êtes mieux placé que quiconque pour vous en souvenir. Dans la première moitié de 2013, on n'est pas passé pas très loin d'un affrontement nucléaire, enfin un affrontement majeur, peut-être plus qu'aujourd'hui encore, où les choses sont contrôlées. Que la France est un chef d'État qui n'était pas inféodé à la Russie. François Fillon n'était pas inféodé à la Russie. Mais tout de même, le contraire. Non, pardonnez-moi, à la Russie, oui, pardonnez-moi, je ne vous avais pas suivi. Pardon, oui, il n'était pas inféodé à la Russie, mais on l'a accusé quand même, là, dans ces derniers temps, notamment d'avoir accepté d'être au conseil d'administration. Oui, mais ça c'est récent. Mais oui, dès cette époque-là, il préconisait la levée des sanctions. Levée des sanctions. Les sanctions qui avaient été prises sur la Crimée. Sur la Crimée, voilà. Oui. Donc, si vous voulez, il se distinguait. Vu du Pentagone, vu de toutes ces sphères de, je ne sais pas quoi, l'État profond américain, Bilderberg, je n'entre pas dans les détails, c'est une galaxie, c'est pas un poste de commandement. Fillon n'était pas un homme fiable, ça c'est clair. Et par ailleurs, ils ont trouvé, je ne sais pas comment, un candidat qui semblait remplir toutes les qualités. C'est-à-dire que dans ses idées, dans sa tête, il avait les idées du mondialisme et aucune autre. Je pense pas que c'est un idéologue qui partage à 100%, à 110% l'idéologie dominante dans les sphères mondialistes. Et il était jeune, il était en effet séduisant. Il suffisait il avait beaucoup d'atouts. Il fallait la mener au poste suprême. Et il y avait un projet positif à son égard. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas seulement un projet négatif à l'égard de Fillon. Et je rappelle que si Fillon a été battu, c'est parce qu'on a violé la Déclaration des droits de l'homme, parce qu'on a violé les principes fondamentaux de la République, qui prévoient la non-ingérence de la justice dans les affaires politiques. Alors, fondamental. Vous accusez, on va faire, on va développer les choses les unes après les autres. Vous accusez Emmanuel Macron d'avoir commencé par passer par profits et pertes l'intérêt national et notamment les outils de l'indépendance française
l'impuissance française, c'est l'affaire Alstom. Il a payé sa campagne électorale grâce aux retombées de l'affaire Alstom. Alstom était un des fleurons de l'industrie française. Sa turbine Arabelle était une merveille technique faite par les ingénieurs français. Alors je vous parle de la partie énergie d'Alstom. Et il y avait deux départements, énergie et transport. Et il a négocié, sans doute avant d'être président, peut-être déjà quand il était chez Rothschild. Quand il était à Bercy, au ministère de l'économie. Et à Bercy. Il a négocié la vente à General Electric, qui est une entreprise américaine. Alors, ça c'est pas moi qui le dis, c'est Olivier Marleix, qui est quand même député, qui n'est pas un extrémiste, c'est député LR, qui a fait un rapport qui a dénoncé au parquet le fait que tous ceux qui avaient eu des retombées positives de cette vente, parce que vous avez des consultants, vous avez des banques, vous avez des conseillers de ceci et de cela, vous avez toute une galaxie de gens qui perçoivent en gros au total 2 ou 3% du prix de la vente. Quand le prix de vente c'est 13 milliards, ça fait quand même un petit peu. Ben, ils ont tous donné un chèque à la campagne de Macron. Autrement dit, il a payé sa campagne avec ça. Mais pas que. Il y a surtout eux. Oui, mais ce n'est pas un remerciement obligatoire des services rendus. Vous pouvez l'imaginer. Bon, c'est un peu un procès en sorcellerie. Écoutez, c'est pas ce que pense Olivier Marleix, que je connais. Je pourrais vous dire que l'actuelle candidate de la droite de LR, qui était votre parti, Madame Pécresse, elle-même a un mari qui a fait fortune. On peut dire aussi que son mari, grâce à la vente d'Alstom. Bien sûr, était de la partie, si je peux dire. Mais enfin, c'est pas elle qui a pris la décision. Je voudrais quand même continuer, c'est-à-dire que là-dedans, c'est pas une entreprise de fabrication de biscuits, c'est pas de l'agroalimentaire. Là-dedans, il y avait la branche qui s'occupe du maintien de tout ce qui est nucléaire chez nous, nucléaire civil, nucléaire militaire, y compris nos sous-marins lanceurs d'engins, c'est-à-dire c'était de livrer des clés de la puissance, une clé essentielle de la puissance française à une puissance étrangère. Ça s'appelle une trahison. Le macronisme et le règne du vague, il est tout cela à la fois, en même temps républicain et pas républicain, social et pas social, clérical et anticlérical. Il est du temps où l'on brouille toutes les limites. Il est au clivage politique ce que la théorie du genre est à la sexualité. Vous ne pouvez pas mieux dire que ce que vous avez écrit. Oui, voilà. Voilà. Okay. J'ajoute quand même qu'il faut quand il dit en même temps, il ne faut pas croire que c'est sincère. Il y en a un qui est vrai et l'autre qui est faux, quand même. Hein, oui, dans le mouvement dialectique, c'est juste une habileté, d'après vous. C'est une habileté dialectique assez... à l'ENA, les gens qui réussissent bien à l'ENA comme lui savent pratiquer ça. Vous faites une première partie, vous dites ça, la deuxième partie, vous dites... Les diplomates excellent à ce travail. Quand ils écrivent un télégramme, c'est beaucoup plus prudent de dire une chose et son contraire. Alors, vous aviez commis un précédent libelle à propos des Gilets jaunes. Et pourquoi ont-ils raison? C'est à peu près ça le titre, si je me souviens bien. Et vous écriviez prémonitoire... que le prix de l'électricité allait doubler prochainement. Alors là, on est dedans, parce qu'on voit que le prix du gaz est en train de monter, le prix de l'essence à la pompe ces jours-ci a crevé tous les plafonds. C'est le prix de l'énergie qui est parti en flèche. Ça, vous ne pouvez pas en accuser Emmanuel Macron, quand même. Si je veux dire... sa politique, c'est la politique européenne qui a décidé d'aligner les évolutions de toutes les énergies, c'est-à-dire que s'ils ont le gaz qui monte, l'électricité doit monter, le charbon doit monter. C'est un des grands échecs de l'Europe, la politique de l'énergie. C'est une catastrophe. Et on va le voir bientôt, parce que le prix du gaz et le prix de l'électricité ont monté, et cette politique, il ne l'a jamais remise en cause. Elle a coûté très très cher à EDF. Très très cher à EDF, cette pseudo-libéralisation de la politique européenne de l'énergie. Non, mais d'abord, il est quand même en flèche pour sanctionner la Russie, ce qui va aggraver considérablement la situation. Parce qu'il faut être lucide.
Il est incontestable que l'entrée de la Russie en Ukraine est une violation grave du droit international. Mais la politique de sanctions, et ça a été expliqué par d'autres, du faible au fort, les Russes ont 3 ans de réserve de gaz, nous 3 mois. Ils ont 3 ans de réserve de charbon, de blé, de pétrole. Nous avons 2 mois. Donc il faudrait se calmer un petit peu. Et, Macron a fait... parfois il fait des choses qui... Il a essayé de calmer Bruno Le Maire qui voulait entreprendre une guerre totale. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a expliqué Urbi et Orbi que la France faisait la guerre, que les mesures qui avaient été prises contre l'économie russe étaient des mesures équivalentes à une guerre, notamment alors, le débranchage de SWIFT, le système bancaire, mais aussi et surtout le fait que la banque centrale russe ne pourra plus soutenir le rouble et ne peut pas avoir accès aux magots qu'elle avait soigneusement prévus. Et ça... peut-être que le maire a eu tort de le dire, mais c'est la vérité, en fait. Ce sont des mesures de guerre. On touche au cœur de l'État. Le maire a dit qu'il voulait faire une guerre totale. Enfin, le maire n'est pas la question. Revenons au prix du fioul. Le mouvement des Gilets jaunes a quand même commencé parce qu'il y a eu une décision de l'appareil gouvernemental, et Macron est le patron de l'appareil gouvernemental, d'augmenter le prix du fioul dans des conditions assez substantielles. Cette annulation a été annulée pour calmer les Gilets jaunes, mais le point de départ, c'était ça. Et dans ce point de départ, je vois une ignorance profonde du mode de vie populaire, du fait qu'il y avait peut-être un tiers ou un tiers des Français ou 40% des Français qui avaient du mal à payer leur fioul, qui avaient du mal à payer leur électricité, parce que vous aviez un train d'augmentation qui durait déjà depuis quelque temps, et je vous redis ce que je disais tout à l'heure, c'est que Macron est à la tête de l'économie française depuis 2011. Oui, alors ce qui est fascinant, c'est qu'on attend d'un banquier ou d'un technocrate qu'il tienne les comptes, qu'il s'y retrouve dans le maquis des déficits. Et ce que vous dites, vous, c'est le contraire. C'est-à-dire que c'est le président du déficit maximum quand le déficit aura passé les 100% du PNB. Et vous dites, du PIB, pardonnez-moi, et vous dites, votre explication, c'est que ce n'est pas un énarque, c'est un idéologue. Vous l'écrivez, noir sur blanc. Oui, bien sûr, mais les énarques n'ont pas d'idées, donc on ne peut pas opposer l'un et l'autre. Ils ont les idées qui sont dans l'air du temps. Oui, c'est un idéologue parce que, sur tous les sujets, il partage tous les sujets sociaux, économiques et sociaux, mais également les sujets sociétaux. Et c'est peut-être encore plus important, il partage les préjugés, disons, du Parti démocrate américain, de tout ce qui est autour du woke. Voilà. Alors, on dit, c'est un centriste, c'est un socialiste. Pas du tout. C'est un homme, par les critères anciens, d'extrême droite sur les questions économiques, c'est-à-dire, en gros, tout pour les très riches, pas les riches, les très riches, tout pour les très riches, et écrasons le peuple. Ça, c'est la partie économique et sociale. Et la partie sociétale, c'est la destruction de tous les repères, la déconstruction de la France. Pas moi, c'est lui qui a dit qu'il fallait déconstruire la France. Ce sont les choix sociétaux, l'avortement, les droits homosexuels, etc. C'est un Macron libertaire extrême, ne supporte pas les choix autres, ceux qui sont soucieux du droit naturel, etc. Écoutez, sa dernière décision, il fait voter contre tout le corps médical, l'extension du délai d'avortement de 12 à 14 mois. Mais pourquoi ? Ça n'est pas électoral, ça ne lui rapporte rien. Et il voulait le constitutionnaliser. Mais je voudrais qu'on parle, parce qu'il nous reste 3 minutes, je voudrais qu'on parle un peu de la diplomatie. C'est toujours difficile de faire le bilan d'une diplomatie, d'une politique étrangère, parce qu'une politique, ça juge ses résultats, une politique étrangère. Alors là, bon, votre réquisitoire est absolument implacable. Vous ne lui reconnaissez vraiment aucun succès. Si, je pense que vis-à-vis de la Grèce, quand la Grèce a été agressée par la Turquie, il a envoyé un bâtiment de guerre au large de la Grèce. À mon avis, il l'a fait à la demande ou avec l'autorisation de Washington, qui ne voulait pas fâcher les Turcs et qui s'est dit on va sous-traiter ça à la France. Mais il reste que c'était un beau geste. Oui. Mais c'est le seul. Je me suis posé la question avant de faire le livre, mais qu'est-ce qu'on pourrait dire de bien de lui ? Où a-t-il fait du bien ? J'ai trouvé que ça, figurez-vous. Pour le reste, c'est une diplomatie de l'effacement.
Oui, quand on va dire que, un peu partout qu'il n'y a pas de culture française, que la France a commis des crimes, que les Français sont irréformables, on va dire du mal. Le chef, je reviens à la thématique du chef, le chef peut dire du mal de son peuple quand il est dans son cabinet. Le général de Gaulle a dit, paraît-il, c'est pas sûr que les Français étaient dévots, mais il n'est pas allé le dire à la tribune des Nations Unies, il n'est pas allé le dire dans une rencontre franco-allemande. Il le pensait dans le secret de son cœur, pour autant qu'il en ait eu un. Si tant est que... Il en a eu encore un. Il en avait un sans aucun doute, et vous le savez. Oui, vous savez très bien que le pouvoir... mais je pense que... je ne suis même pas sûr qu'il l'ait dit. Oui. Le pouvoir vous calcine de l'intérieur. Vous avez eu du pouvoir, vous avez côtoyé le pouvoir. Oui, un peu, pas beaucoup, oui. Oui, un peu, oui. Vous savez très bien que c'est comme l'argent. Il faut être d'une nature particulière pour passer à travers ces épreuves. Il ne faut pas tomber dans la sensiblerie et la sensibilité au jour le jour comme certains, mais le cœur doit y être quand même. L'homme qui n'aimait pas la France, c'est injuste, c'est brillant, c'est jubilatoire et ça devrait être interdit. D'ailleurs, ça le serait sûrement dans d'autres pays, au sud comme à l'est de la France. Merci à vous, Roland Hureau. L'homme qui n'aimait pas la France, les éditions de Paris. Merci. Rendez-vous la semaine prochaine, même lieu, même heure.